לחיים, לחיים. לחיים לברכה. Là, on s'approche du message de ce soir. Ce soir, on est réunis aussi pour la yeshiva Tamret Meim. Ce qu'il y avait de spécial par rapport à la yeshiva. Et ce qu'il y a de spécial par rapport à cette yeshiva. On va dans le monde, on rencontre plein de Bet Chabad. Surtout maintenant, on est en retour des vacances. Et chacun dans le monde entier a pu voir des Bet Chabad dans les endroits où ils étaient. On a pu voir des endroits complètement perdus avec la possibilité de pouvoir faire manger cachère, un migué, etc. Et on se dit, qui a derrière tous ces Bet Chabad? Hachem, évidemment, à Kadosh Baruch Hu. On a le message du Rabbi qui nous accompagne. Mais il y a une chose importante. Ce soir, on a le message de ce soir. C'est quoi le message de ce soir? C'est que on a la possibilité de célébrer les animateurs. Les animateurs, ça veut dire ceux qui sont derrière tous ces Bet Chabad. Les élèves de la yeshiva, c'est eux les futurs animateurs. Si tu vas dans un Bet Chabad, c'est pas le mur du Bet Chabad, c'est la personne qui est derrière qui anime. Et après le mur, il est venu par la suite. Mais s'il n'y aurait pas eu quelqu'un, s'il n'y aurait pas eu des gens qui auraient été là pour accueillir, pour animer, pour mettre en marche et se rassurer que le Bet Chabad il marche, il n'y aurait pas eu Bet Chabad. Aujourd'hui, on célèbre quoi? On célèbre l'anniversaire de Tamret Meim, l'anniversaire de cette yeshiva qui a formé une armée. C'est la première yeshiva. Alors, yeshiva, il y en a eu beaucoup. La première yeshiva, c'est Shem Ve'ever, c'est au temps de Abraham, Yitzhak, Yaakov. Même avant. Là, on parle de la première yeshiva Chabad. La première yeshiva Chabad, elle a été fondée en 1897. Et elle a été fondée ce soir, le 15 août. Et elle était où? Et elle était dans un petit village, à Lubavitch, dans la Russie blanche. Alors, quand il a fondé la yeshiva, les élèves, ils sont là, l'incubateur est là. Les élèves de cette semaine, Shai. Eliel, il est là. Où il est, Eliel? Il est où, Eliel? Il est là, il arrive. Il est là. Ah, viens. Voilà. Quand il a fondé cette yeshiva, écoutez bien, frère. Quand il a fondé cette yeshiva, il a dit des yeshivot, il y en a beaucoup déjà. Et effectivement, en Russie, il y avait beaucoup de yeshivot déjà, qui publiaient la Torah, qui donnaient un message de judaïsme, de prière, de tout. Mais il manquait, il a dit, je veux des jeunes qui vont être dévoués à la crainte du ciel, qui vont être dévoués au service d'Hachem, et qui vont être Nerot, qui vont être Nerot, les Haïr, des bougies pour éclairer. Qu'est-ce que tu comprends quand tu dis des bougies pour éclairer? On est assis toute la journée, le matin. On va entendre bientôt une histoire sur les élèves de la yeshiva. Mais qu'est-ce que ça veut dire des bougies pour éclairer? La première chose quand tu dis une bougie, Nerot Laïr, c'est que c'est pas juste t'as une mèche, t'as un support pour tenir la mèche, t'as de l'huile,
Des fois, tu peux tout avoir, les outils qu'il faut, Tant qu'il y a la lumière, on peut. mais le problème, c'est que tu n'as pas encore pris le temps de prendre l'allumette et donner un crack. Et la flamme, elle est là. La première chose, c'est de savoir, ce soir, aujourd'hui, c'est l'anniversaire de Tom Pretmim, c'est l'anniversaire des élèves. S'il y a une yeshiva, c'est pas parce qu'il y a des murs. Il y a des yeshivot qui existent dans des bungalows. Il y a des yeshivot qui ont existé dans des souterrains. Il y a des yeshivot qui ont existé dans des endroits, dans des conditions qui sont intenables. Mais ils ont existé. Pourquoi? Parce que la Torah, elle doit être là. Maintenant, on fête quoi ce soir? On fête les élèves. Les élèves, ils sont quoi? La yeshiva, c'est quoi? La yeshiva, c'est des élèves qui vont apprendre la Torah. Mais qu'est-ce qu'ils vont faire? Il leur a donné un mot. Alors écoutez ça, Yochai et toute l'équipe va déjà prête à écouter. Nerot, Léaïr, répétez après moi. Nerot, Léaïr. Nerot, Léaïr. Des bougies pour éclairer. Alors la première chose, c'est que tu as une bougie qui est allumée. Une bougie qui est allumée, ça veut dire que ça éclaire. Mais dans ce cas-là, on aurait pu dire ner, or. Ner, une bougie pour la lumière. Léaïr, en hébreu, quand tu dis léaïr, ça fait sous-entendre que c'est une bougie qui va allumer une flamme, mais que cette flamme, elle va après allumer encore une autre flamme, et la flamme numéro 2, elle va allumer une flamme numéro 3, et ainsi de suite. Ad Ensof, jusqu'à l'infini. Et ça, c'est la signification des bougies pour éclairer. Les élèves que le Rabbi Rachab il a formés avec les yeshivas. Alors, au départ, il était sélectif. Et jusqu'à aujourd'hui, on est sélectif. Mais à un moment, il a ouvert les portes à tout le monde. Au départ, il était très sélectif. Il voulait des Bachurim qui connaissent beaucoup de Torah. Mais il leur a dit tout de suite, le but, c'est pas juste de connaître. C'est pas le savoir uniquement. C'est qu'avec ce savoir que tu vas pouvoir éclairer tout autour de toi. Alors je vais raconter une histoire. Écoutez bien cette histoire. Il y avait une fois un élève qui arrivait à Tom Pretmim. Et il avait un visage très grossi. Et on était déjà après la première période. On était moins sélectif, mais quand même. Dans la yeshiva, il y avait deux comités. Il y avait un comité, la direction qui était connue. C'est comme si maintenant tu rentres dans une école. Tu rentres dans une école, tu connais le professeur, tu connais le directeur, tu connais le surveillant. Et tu connais les professeurs, il y a des professeurs. Et après, tu as un autre comité. On appelle ça le comité souterrain. C'est des gens qui vont venir à la yeshiva. Tu vas pas savoir qui ils sont. Mais en vérité, eux, ils font partie de la direction. Et eux, ils vont donner des rapports. Ils vont donner des analyses. Et avec leur rapport, avec leur analyse, on va pouvoir choisir. Donc cet élève, il arrive dans la ville de Lubavitch. Et il y a beaucoup de gens qui tapaient à la porte de cette yeshiva. Beaucoup de gens. Le Rabbi Rachab, il était, pour des raisons de santé, à l'extérieur de la Russie. Comme vous le savez, en Russie, il fait froid. J'ai eu le mérite d'apprendre dans la yeshiva de Tom Pretmim, ok, celle de Moscou, il y a une vingtaine d'années. Je me rappelle que pendant tout l'hiver, c'est un froid qui tape très fort, et la neige, elle monte. Et puis après, quand tu arrives à Purim, la joie, la chaleur, tout d'un coup, la neige, elle commence à se fondre. Il y a quelque chose qui se passe. Et donc, dans cette année, je repars aux années de Tom Pretmim. Il y a cet élève qui arrive, et le Rabbi Rachab, pour des raisons de santé, il n'a pas pu rester en Russie parce qu'il faisait froid. Il est parti à l'extérieur, il est parti dans notre pays. Chavre, Shai, Eliel, appelle le chef.
Juste l'histoire, juste pour l'histoire, la fin de l'histoire. Écoutez jusqu'à la fin de l'histoire. Juste la fin de l'histoire. Et donc, à l'époque, il y avait une personne qui s'occupait de la matzah shmura, une vieille personne, Zalman, Reb Zalman. Et il y avait tout un travail pour la matzah shmura. Il fallait choisir le blé, le nettoyer, le vérifier, moudre le blé. Et c'était tout un travail de rendre cachère les pessars, le moulin. Il y avait un moulin qui était là. Il fallait nettoyer entre les deux grandes pierres qui écrasaient les petits grains pour après que la farine elle soit cachère les pessars. C'était tout un long travail. Il fallait choisir le moment où on allait moissonner le blé, couper le blé. Il fallait choisir un jour qui avait du soleil. Des fois, tu prévoyais de couper le blé, mais en fin de compte, c'était un jour où il y avait beaucoup de pluie. Donc il fallait attendre une autre période. Et donc, le jour où on avait choisi le moment pour couper le blé, c'était un jour d'une grande joie, parce qu'on avait réussi enfin à trouver une journée où il y avait un soleil tapant, en fin de l'hiver, pour pouvoir couper le blé et pouvoir enfin préparer avec ça la matzah shmura, la matzah pour Pessah. Quand ce Reb Zalman il a quitté ce monde, le job de préparer les matzot à Lubavitch, il est tombé sur la direction de la yeshiva. Et la direction de la yeshiva, ils ont dit, bon voilà, on a un élève ici avec nous. Cet élève qui était arrivé, qu'on l'avait pris en test. On l'a pris pour une période. On a dit, on va tester, on va voir qu'est-ce que ça donne. Le Rabbi Rachab, qui était le fondateur de la yeshiva, il échangeait avec son fils, qui était le directeur actif de la yeshiva, sur place. Son fils, il était sur place, et lui, il était, comme on dit tout à l'heure, pour des raisons de santé, il était ailleurs. Ils échangeaient avec des lettres. On l'accepte, on l'accepte pas. L'analyse de la première semaine, l'analyse de la deuxième semaine, le comité souterrain qui donnait les analyses toutes les semaines. C'était tout un sujet. Et puis, le Rabbi Shalom Dovber, il s'intéressait de chaque élève d'une manière particulière. Quand cet élève il est arrivé, il a donné une attention particulière. Parce que ce Bachour, ce jeune homme, il avait des très bons kishronotes. Kishronotes, c'est des dons, des valeurs. Il était doué de plein de choses. Bon, il avait un visage grossier, mais il était doué, il était doté de plein de qualités. Son visage était paraffiné. Et la conclusion du Rabbi Shalom Dovber, c'est de l'accepter, mais de travailler d'une manière assidue sur cet élève pour qu'il donne des bons fruits, pour qu'il change, pour qu'il devienne quelqu'un, un mensch, un homme. Et Rosh Chodesh Tevet arrive et il avait voyagé à l'extérieur, comme on a dit tout à l'heure. Et Rosh Chodesh Hadar, donc on est à un mois et quelques de Pessah. Quand on a besoin de commencer à choisir le blé pour la matzah shmura, c'est là où le Rabbi Shalom Dovber, il écrit à quelqu'un, il écrit à quelqu'un dans sa lettre que tout ce travail difficile pour la matzah shmura, on le remet à cet élève. Et qu'on puisse lui donner un rapport exactement de comment ça se passe. Pourquoi? Parce que le Rabbi Shalom Dovber, il allait revenir juste avant Pessah, à Lubavitch. Donc il fallait que les choses se préparent d'une manière indépendante, même sans sa présence physique. Le Rabbi Yosef Yitzhak, le fils du Rabbi Shalom Dovber, il écrit, il dit, j'ai tout réalisé ce que mon père m'a demandé, Behidour, avec embellissement. Tous les travaux difficiles, je les ai mis sur cet élève. Bien sûr, il y avait toute une équipe qui travaillait. Mais les travaux difficiles, je les ai mis sur cet élève-là. C'est cet élève qui devait travailler dur. Et pendant 2 semaines, il n'avait aucun repos. Il n'avait pas de jour, pas de nuit. Tout était d'une manière très ordonnée. Et on sait que chez les élèves des Bachurim de la Yeshiva à Tamret Memim, il n'y avait pas de ce qu'on appelle en yiddish farvos. Farvos, ça veut dire pourquoi. Il n'y avait pas de pourquoi. Quand on demandait quelque chose, il fallait le réaliser tout de suite.
Quand on te demandait quelque chose, il fallait obéir. Et là, écoutez les 4 bases sur lesquelles la yeshiva, elle a été fondée. Le rabbin précédent, il fait une parenthèse dans l'histoire. Il dit, la yeshiva, elle a été fondée sur 4 bases. La première, c'est la vérité. Être sincère. La deuxième, c'est Ahava, l'amour. Aimer les uns les autres. La troisième, Getraikait, être fidèle. Quand tu dis un mot c'est un mot. Lundi c'est lundi, 14h c'est 14h, je serai là, je serai là, je serai pas là, je serai pas là. Et la quatrième, c'est Ibergegabenkait, être dévoué. Donc je répète, la vérité, l'amour, fidélité et dévoué. Les élèves de la yeshiva, ils étaient considérés comme des enfants par rapport aux professeurs. L'amour qu'il y avait entre les uns et les autres, entre les élèves eux-mêmes, elle était exceptionnelle. La fidélité qu'il y avait entre les élèves et les professeurs, à combien les élèves étaient fidèles aux professeurs, à combien les professeurs étaient fidèles à leurs élèves, combien ils étaient dévoués à leurs élèves, exceptionnel. Et seulement avec une telle conduite, on a pu, Baruch Hashem, avoir des élèves comme la yeshiva de Tomchet Memem a amené, que Dieu les bénisse. Yivarachem Hashem. Et là, il continue l'histoire. Il dit, on a dû préparer de la matzah shmura pour tous les gens de la famille, pour tous les élèves de la yeshiva. Tout le monde a travaillé, mais comme on a dit, les travaux durs ont été remis sur lui, sur cet élève. Et quand ça arrivait la veille de Pessah, il y avait beaucoup de choses à faire. Il fallait faire Bdikat Hametz. Ils se sont rassemblés 10 personnes pour faire Bdikat Hametz. Donc tu as 10 personnes qui viennent et ils vont vérifier le Hametz dans chaque chambre. Alors c'est dans toute la yeshiva. La yeshiva, c'est un dorme. C'est une salle d'études, c'est la cuisine, il y a beaucoup d'endroits. Mais Bdikat Hametz, c'est pas juste le 10 morceaux. Il fallait bouger des armoires, il fallait lever des tables, il fallait faire un long travail. Et c'est lui qui a fait la Bdikat Hametz. Et 7h du matin, la veille de Pessah, il devait être déjà à l'endroit où on allait cuire les matzot de la matzah shmura à côté du four. Donc quelque part, il allait presque pas dormir toute la nuit. Quand il a fini tous les travaux, le lendemain, donc la veille de Pessah, le rabbin précédent, il lui dit, pour demain, écoutez qu'est-ce qu'il va lui donner à faire. Pour demain, premier jour de Pessah, à 7h du matin, il faut que tu maîtrises parfaitement le Mahamar, le discours chassidique, Shechet, Yamim, Tochal, Matzot, qui est imprimé dans le Likutei Torah. 4 colonnes de chassidut avec des textes de Kabbalah à maîtriser, à apprendre, à saisir et à intérioriser. Pour 7h du matin, il devait connaître par cœur. C'est-à-dire que le seder de Pessah, déjà, il est long. Tu prends les 4 coupes verre de vin, la matzah, t'as plus la tête à la fin du seder. Et lui, après le seder, il avait encore du travail. Il devait encore apprendre et maîtriser pour que le lendemain, tout est prêt. Waouh! Et après le seder, il devait tout nettoyer. Les tables, les chaises. Il n'avait même pas un quart d'heure pour apprendre. Mais pourquoi on lui a demandé autant? Le rabbi précédent, il dit, je voulais voir à combien Chassidut est important pour lui. Si Chassidut, l'étude de la Chassidut, elle est importante pour lui, donc même après le seder, il va s'asseoir, il va réviser, il va maîtriser, il va apprendre par cœur. Si c'est pas important, bon, eh ben il est fatigué après les 4 verres de vin, il va aller dormir. 7h du matin, il arrive, le Mahamar était travaillé. Le sujet, il les connaissait, il le maîtrisait. En fonction de ses connaissances qu'il avait. Et Baruch Hashem,
quand il voit ça, il dit on a planté un arbre qui porte ses fruits. On a pu faire Tofeach Almenat Latfiach, on a pu rendre humide quelqu'un afin qu'il rend humide des autres. Ça veut dire que, comme on a dit tout à l'heure, on a pu inspirer quelqu'un afin qu'il puisse donner de la chaleur et de l'ambiance à d'autres. Il dit beaucoup de temps va passer, mais à la fin, cet élève, il aura beaucoup de branches, il aura des fruits et des fruits de fruits. Ça, c'était le premier jour de Pessah. Arrive le dernier jour de Pessah, Acharon Shel Pessah, à la Seudat Yom Tov. Tous les élèves de la yeshiva étaient rassemblés. Le papa, le Rabbi Shimon Dov Ber, il dit à son fils, Yosef Yitzhak, regarde ce que la sueur de la mitzvah elle fait. Regarde son visage. Il a changé de visage. Il n'a plus le même visage. Toute la grossièreté qu'il avait sur le visage, elle a disparu. Ça veut dire qu'en quelques mois, il a changé de personnalité. Et ça, c'est les deux termes qu'on dit sur la yeshiva Tamret Memem. La première, des bougies pour éclairer. La deuxième, un arbre qui donne des fruits. Un élève à la yeshiva, c'est une lumière qui va éclairer, c'est un lampadaire. Il sera en train de tenir un bet rabat plus tard. Ou même s'il ne tiendra pas un bet rabat, il aura un métier, forcément il influencera autour de lui. Pour que les collègues de travail ils feront Shabbat, ils garderont la religion, la Torah, les mitzvot, ils se rapprocheront de la chassidoute. Un élève de la yeshiva, forcément, il amènera de la lumière. Baruch Hashem, cette semaine, la semaine qui est passée, et la deuxième semaine aujourd'hui, ici à la yeshiva même, on a pu avoir une expérience exceptionnelle avec les jeunes de l'incubateur qui ont été orientés par Moshe, par Ebdan, qu'on va entendre bientôt. Ils ont pu, avec l'aide de Dieu, monter cette structure pour que les élèves ils apprennent le matin la Torah et l'après-midi, ils apprennent le digital marketing. Et ils sont en train de prendre des connaissances. Et on a pu voir, comme il raconte ici un petit peu dans l'histoire, en une semaine le changement. Tu vois un petit peu des élèves qui étaient avec un manque de direction, où s'orienter, quoi faire, quelles sont les étapes, où je m'oriente pour la suite. Et Baruch Hashem, la yeshiva elle donne l'espoir aux élèves. Et à travers les élèves, elle donne l'espoir à chaque juif. Parce qu'en vérité, le Rabbi dit ce soir, on est tous les élèves de Tamret Memem. On est tous les élèves de la yeshiva. Il y a certains qui apprennent toute l'année, il y a certains qui vont venir un soir à la yeshiva. Et ils vont entendre un mot de Torah, ils vont entendre une histoire. Aujourd'hui, on est tous les élèves de Tamret Memem. Et donc forcément, ce soir, on a tous le devoir de prendre conscience de la responsabilité qui nous a été donnée. D'être des soldats de la maison de David. Les soldats qui amènent le Mashiach. Les soldats qui vont propager autour d'eux la croyance dans Mashiach. La confiance que, pas un jour Mashiach viendra, mais la confiance que le Mashiach il arrive now, aujourd'hui, à l'instant T même. Ok? Et on va aller encore plus que ça. Le Rabbi dit, les soldats de la maison de David, ils vont propager la Emouna, que le Mashiach il est déjà là. Alors avant on disait Mashiach viendra, après on te dit Mashiach il arrive, et après on te dit Mashiach il est déjà là. Il faut juste le révéler. On sait que dans chaque génération il y a un Mashiach. Il y a une personne qui porte sur lui tout le peuple juif. Et il se soucie pour que chacun il comprenne les valeurs du judaïsme. Et cette personne, elle anime le monde d'une manière directe ou indirecte. Et on attend avec impatience qu'il se révèle. Alors on dit, Hachem il attend que le juif il se réveille. Mais aussi le Mashiach il attend. Le Mashiach il implore chacun. Il dit, réveillez-vous. Vous êtes les soldats de la maison de David. Tu as une bougie en toi, tu dois l'éclairer.
Et comment on est clair? Quand on va chez un autre juif, on lui dit regarde, le Mashiach arrive. Le Mashiach il arrive aujourd'hui. Le Mashiach il arrive maintenant. C'est le moment de mettre la tefillin. C'est le moment de garder Shabbat. C'est le moment de faire attention à la cacheroute. Et chaque mitzvah qu'on fait, surtout quand on est à l'approche de Rosh Hashanah, elle nous précipite de la Géoula Shlema. Et qu'on puisse voir la victoire de cette guerre avec toutes les personnes qui nous ont quittés, dont Reb Shimon Ben Saouda, et Yosef très bientôt, Bezrat Hashem. Chaim. Fais une place à rapprocher. Amène une chaise. On va travailler après. Avec quelques verres. Comme Dan, dans les minimes, là, on est à fond dedans. Tourne la caméra. Prêt. J'ai une petite histoire sur le Rabbi Rachab, comme il a expliqué tout à l'heure Mendy. C'est que le Rabbi Rachab, c'est lui qui a été à l'initiative un petit peu de tout ce qui est le monde de Tomret Mimim. Il faut savoir que de passer par Tomret Mimim, c'est un vrai mérite. C'est pas tout le monde, c'est des élèves qui sont vraiment choisis. Et on peut dire peut-être comme ça qu'ils sont choisis par le Rabbi carrément. C'est-à-dire que c'est un vrai mérite d'être choisi comme ça et d'aller à Tomret Mimim. J'ai entendu une histoire, donc c'était évidemment il y a très longtemps, à l'époque du Rabbi Rachab. C'est qu'il y avait un goral qui était organisé. Je sais pas si vous savez ce que c'est qu'un goral. En fait, un goral, c'est un tirage au sort pour voir c'est qui va aller chez le Rabbi. Donc c'était pas comme aujourd'hui, il fallait pas aller à New York, mais si je me trompe pas dans l'histoire, c'était en Russie. Et il fallait aller voir le Rabbi, sauf qu'à l'époque, les gens n'avaient pas forcément les moyens. Donc ils ont fait un goral. Comme ça, chacun va donner une petite somme. Et celui qui va avoir le mérite, il va partir chez le Rabbi. Et donc toute la communauté chassidique qui était autour qui était dans cette communauté, en fait, ils espèrent que la personne qui va aller là-bas va pouvoir revenir avec des mamarim frais comme ça de chez le Rabbi en direct. Parce que forcément qu'ils allaient aller, je sais plus si c'était pour quelle fête ou pour quel événement, mais forcément qu'on allait avoir des nouveaux mamarim du Rabbi, des nouveaux discours. Et finalement, les chassidim qui étaient dans la communauté, ils attendaient que ça. Et pas de bol, ils sont tombés sur le tirage au sort, ils sont tombés sur quelqu'un qui avait aucune mémoire. Donc le gars qui est parti tirer au sort, ils se sont dit mais qu'est-ce qu'on va faire avec lui, il va rien nous ramener, on va pas avoir de matière. Et en fait dans l'histoire j'ai trouvé ça très intéressant parce que il y a un nigoun que j'aime beaucoup et que j'ai eu une histoire de ce nigoun, il est né de ça apparemment. C'est qu'en fait il a retenu, c'était pendant les fêtes de Tishri, donc et il a retenu les deux premiers mots du premier Mahamar qu'il a entendu.
il a entendu les 2 premiers mots du 2e Mahamar, et il a entendu les 2 premiers mots du 3e Mahamar. C'est-à-dire qu'il est revenu avec 6 mots dans sa communauté. Et les mots qu'il a entendus, il est revenu et c'est Tikou Bar Chodesh, c'est Bar Chodesh Hashvi, donc c'est les 2 premiers mots à chaque fois du Mahamar, et Shova Israël. Ce qui est intéressant, c'est que il a peut-être rien compris, mais en vérité, le fait d'être allé là-bas, il s'est passé quelque chose de très fort. C'est qu'ils ont vécu comme ça pendant 1 an avec 6 mots. C'est-à-dire que un rabbi, quand il fait un mamar, quand il fait un discours, quand il écrit une grotte Kodesh, un mot du rabbi, il est saint. Et en fait, le tout, c'est pas de comprendre. Parce que même si on étudie plein de pages, même si on cherche à comprendre plein de choses, etc., il y a quand même une dimension dans laquelle on comprend rien à ce qu'on comprend. On comprend rien à ce qu'on étudie, on comprend rien à ce qu'on comprend. Il y a une dimension en fait qui nous dépasse dans ce qu'on étudie, même dans des choses que on croit a priori qu'on va comprendre. Et donc ce juif-là qui était très simple, qui est parti, qui a rien retenu, qui est revenu avec bredouille si on peut dire, il n'est pas revenu bredouille, il est revenu avec 6 mots du rabbi. Et sur ces 6 mots-là, ils ont fait un nigoun, peut-être on aura l'occasion de le chanter après. Et toute l'année, ils ont vécu avec ce chant-là. Et voilà. Donc ça, c'est un mot très intéressant que j'ai entendu tout à l'heure. Et c'est pour faire le lien avec le fait que le tout, encore une fois, c'est de vivre. Et c'est une des grandes différences qu'on peut avoir quand on étudie un petit peu de Gemara. Je sais pas, le matin, vous étudiez un peu la Gemara, ouais. Et Rassidot aussi, tu m'as dit. La Gemara, ouais, c'est très froid. C'est-à-dire que quand on étudie la Gemara, c'est pas que c'est très froid, c'est que c'est pas évident d'être chaud dans la Gemara. C'est pas évident d'avoir la capacité de vivre la Gemara et de ressortir et d'être très très chaud comme ça. Et donc c'est pour ça que quelque part on a Chassidut, ça fait pas très longtemps. Ça fait 300 ans à peu près qu'on a la Chassidut. On va dire qu'elle est un petit peu accessible à tout le monde. Et c'est vraiment grâce à la Chassidut comme ça qu'on va étudier, qu'on va vivre. Et dans cette vie, on sait qu'on a la. Mendy disait la dernière fois que la semaine dernière, on a dit ça comme ça et c'est revenu dans l'histoire que j'ai écoutée parce que cette histoire je l'ai entendue ce Shabbat et c'est exactement ça dont on a parlé. Donc le fait d'avoir entendu 2 fois, je me suis dit on va le raconter. C'est que le fait de retenir 1 ou 2 mots que vous apprenez la journée et d'arriver pendant la tfila le matin et de méditer à ces mots-là. Pas pendant une demi-heure, mais le fait de rester focus comme ça sur 1 mot, peut-être 2 mots, une petite phrase, un petit truc que vous avez retenu du mamar, une petite nekuda comme ça, bah finalement ça va vous changer, ça va complètement changer la vitalité qu'il va y avoir dans la tfila. Et parce qu'en fait voilà, cette vitalité, c'est encore une fois ces mots qui sont, on peut vivre toute l'année comme ça avec ces mots-là quoi. Voilà. Donc voilà, c'est une petite histoire comme ça que j'ai racontée, enfin que j'ai entendu comme ça que je voulais vous partager. Voilà.
Eliel, vas-y. On a la chance d'avoir un élève qui a beaucoup travaillé. Rapiton, il aura l'honneur de t'écouter. C'est un plaisir pour lui. C'est bien la technologie. Il va arrêter la technologie. Un des élèves le plus performant cette semaine, il a préparé un bon message pour le 15 de Vas-y, élève. Bah, moi, il y a 1 an ou 2 ans, j'étais pas très bien dans toutes les écoles que j'ai faites. J'ai fait un chemin assez difficile. Et chaque école où j'étais allé, bah, c'était toujours la même chose. Au début, je me sentais pas bien, c'était pas super. Et ça allait de pire en pire. Et au final, bah, soit je me faisais virer, soit je sortais de l'école. Tu as viré le directeur. Et quand je suis arrivé ici, du coup, il y a 1 semaine, j'ai trouvé que l'ambiance a été différente. C'était pas la même chose avec Dan, il est toujours avec nous, même pour les repas, on rigole et tout. C'est très sympa avec aussi Rav Mendy, il nous fait des super cours interactifs et tout. Moi j'adore. Et bah, franchement, je trouve que l'ambiance elle est très différente et ça me plaît beaucoup. C'est une formation en marketing digital, donc on fait vraiment plein de choses différentes. On n'a pas une ambiance scolaire comme dans toutes les autres écoles où c'est toujours la même chose, un cours, ensuite on recommence. Donc ça, ce qui m'a beaucoup plu. Et bah, ensuite, pour dire un petit mot de Torah, cette semaine on avait vu avec Rav Mendy sur le mois des Louls. Il nous avait raconté une parabole. Donc donc on prend l'image de nous les juifs, on est des paysans, donc on est dans des champs et tout. Et donc Dieu, pendant le mois des Louls, pendant les 40 jours, bah on dit qu'il enlève sa couronne, il enlève ses habits royaux et il se met entre guillemets à notre niveau. Donc il vient dans les champs pour nous voir, pour être avec nous. Et donc en fait pendant ces 40 jours, on doit faire un maximum pour se rapprocher d'Hachem. Et quand bah il y a Rosh Hashanah et Yom Kippour qui arrivent, on doit, en fait, si pendant le mois des Louls on a réussi à s'accrocher à Hachem et à évoluer dans la Torah, et ben on pourra après ce mois, quand il retournera au palais avec ses habits royaux, sa couronne, toute sa prestance, on pourra entre guillemets le suivre et rester dans ses pas toute l'année. Voilà. Comment il s'appelle? Eliel Zamanis. Là, Eliel Zamanis. aujourd'hui, ça fait 128 ans que officiellement la Yeshiva a Tomchet Mimim en 1897. Donc, Tafresh Nouzaïn. Il y a eu ce qu'on appelle la fondation de la Yeshiva par le Rabbi Rachab. Après 10 ans qu'il a prié non-stop, qu'il a imploré Dieu avec des rivières de larmes sur les tombes de ses aïeux, des rabbins depuis le Baal Shem Tov, pour que son projet voit le jour comme il le désire et comme c'est la volonté de tous les rabbins et bien sûr d'Hachem. Ça veut dire, c'est pas juste, on vient, on inaugure un bâtiment et bon, ça va rouler sur des roulettes. On a du bon personnel, on a des bons élèves. Non, il fallait réveiller la miséricorde divine, implorer Dieu jusqu'aux limites extrêmes de sa Neshama, du Rabbi Rachab.
qu'on ait l'accord du ciel et l'accord de tous les tribunaux célestes et de l'ange Matat et de tous les rabbis que cette yeshiva va démarrer. Donc si ce jour a été choisi pour le départ, c'est pas un jour anodin, Chayv Shalom, c'est un très grand jour. Qu'est-ce qu'il avait dit le rabbi d'Israël? Il fallait renverser ces 25, je me rappelle pas. Quand le rabbi est revenu de Joël, Il a dit quoi? on sait que quand il est revenu de Joël, Hein, oui. il pensait voir le 7 complètement renversé. Concrètement, c'est le cas. Ok, donc le rabbi avait l'ambition et l'espoir qu'on allait renverser le 776. Ça veut dire, ouais, c'est un jour tellement haut qu'on renverse les planètes. Donc, les Bachurim ont été choisis et il fallait l'accord du rabbi avant de choisir un élève, même l'accord des autres rabbis. Et donc, il ne fallait pas juste un visa et un ESTA pour entrer. Il fallait ce qu'on appelle une smicha de Hirat Shamayim. Il fallait un diplôme, si on peut s'exprimer ainsi, de crainte du ciel. Avant d'avoir le diplôme de Rav, il faut d'abord avoir un diplôme, ça veut dire qu'on a été testé, on a été espionné H24 sur tous nos gestes, toutes nos paroles, toutes nos pensées, toutes nos réflexions. Est-ce que c'est conforme à la volonté du Shulchan Aruch, à la volonté de Dieu, à la volonté de ceux qui ont tracé le chemin de la Chassidut, etc., etc. Et donc, c'était des perles précieuses, les premiers élèves, et après aussi. Et donc, il n'y avait pas de bâtiment au départ. Les élèves dormaient chez des balais bâtis. En journée, on a pris un terrain vaste, on a mis un enclos avec un grand portail des deux côtés, et on a mis des tables en plein air. Des tables en plein air, et on a étudié. Et le soir, il n'y avait pas de dortoir. On allait chez des balais bâtim choisis, et les balais bâtim étaient très impressionnés de la conduite de cette mimine. Ça veut dire que ça a changé l'atmosphère de la maison. Un Sheakon Yabidvaro, un Boré Miné Maisonnote, quand il y avait, ou un bench, c'était Neila de Kippour. À un tel point que le Mashgiach, le surveillant général, il témoigne qu'un jour, il y a un cocher avec 6 chevaux qui s'est perdu dans le chemin et il a traversé la cour de la yeshiva, de part et d'autre. Énormément de poussière, parce que c'était dans du sable, il n'y avait pas de carrelage, c'était en plein air. Et le bruit des chevaux était énorme. Et il témoigne que les élèves étaient absorbés par l'étude de la Gemara à un tel point qu'il n'y a pas un seul élève, sur, je ne sais pas combien il y avait d'élèves au départ, qui a levé les yeux pour voir ce qui se passe. Ils ne se sont même pas rendus compte qu'il y avait un vacarme terrible et un soulèvement de poussière qu'on ne voyait plus. C'était l'épaisseur des nuages. Pour dire à quel point le sérieux de ces élèves. Franchement, ceux qui ont connu la yeshiva de Brunois de l'époque, avant moi bien sûr, et après, on a eu le mérite d'avoir des exemples de Tmimim. Que maintenant, on peut les compter sur les doigts. Je vais expliquer. Les Tmimim, c'est les premiers élèves de la yeshiva Tomchei Tmimim. Ça, elle a été nommée par le Rabbi Rachab.
ceux qui soutiennent les gens entiers, sincères dans leur démarche, intègres, pour la meilleure traduction, les gens intègres. Il y a ce qu'on appelle Tomcher Amoumim, ceux qui soutiennent les gens rusés. C'est tout à fait le contraire. C'est diamétralement opposé. C'est la naïveté la plus grande, la plus sincère, la plus grande sincérité. Il n'y a rien à cacher. Tout est dévoilé au grand jour. Et l'objectif, il était d'étudier le Niglé et la Chassidoute. La Chassidoute, d'une manière ordonnée, comme des soubiotes, des thèmes approfondis avec des questions, réponses, objectifs. Bien que il y a déjà eu la Chassidoute d'une manière extraordinaire, mais c'était plus développé, plus organisé, à un tel point que la Chassidoute devait influencer l'étude du Niglé, la Torah révélée, la Gemara, et la Gemara aussi devait influencer l'étude de la Chassidoute, et les deux ils devaient fusionner. Et que les élèves deviennent des bougies qui éclairent, des lampadaires, des colonnes de lumière, que là où ils vont, ils amènent la lumière. Et donc, à notre époque, quand on était jeune, on a connu des grands chassidim comme Rav Nissan Emanov, Rav Yosef Goldberg, on l'a vu tout à l'heure dans la vidéo, Rav Israël Unitsky, Rav Aaron Yosef. Il y avait aussi Rav Koussi, Kalmenson. D'autres que je n'ai pas connus avant. Enfin, j'ai connu pendant un an et demi seulement. Rav Nachum Lapkowski. Et d'autres, et d'autres. C'était des géants de la Chassidoute. Ils transpiraient le Emet, la vérité. On n'a pas su en profiter comme il fallait. Des hommes de Dieu se promenaient dans nos quatre coudées et on n'a pas réalisé. C'est toujours comme ça, c'est après qu'on réalise, avec du recul. Rav Nissan, une fois, il est venu avant d'entrer dans le zal, là où on prie et on étudie. Il s'est mis devant le mur pour se préparer. Il a réfléchi sur un mahamar de Chassidoute. Il a fermé ses yeux, il est devenu tout rouge. Il a attrapé les mains comme ça contre le mur. Il s'est oublié, il est resté quelques heures. Je sais pas, jusqu'à Mincha, je crois. Il a prié après, très très tard. Donc, la lumière de sa chambre, à 4 heures du matin, était toujours allumée. Étudier Chassidoute. Une fois, il y a quelqu'un qui est rentré à 3 heures du matin. Il avait le livre Tafresh Ayin Aleph ouvert. Et sa femme, il avait préparé un plat. Et il lui a donné un couteau, une fourchette. C'était très rare d'avoir un couteau, une fourchette. C'était du luxe. Pas... Et lorsqu'il étudiait, il essayait de couper le poulet comme ça. Il étudiait à voix haute. Le chassid, il est rentré, il n'a pas osé déranger. Il est resté longtemps et il a entendu sa mélodie d'étude extraordinaire. En même temps, il essayait de couper. Il voyait qu'il n'arrivait pas à couper. Il s'est approché, il a vu qu'en fin de compte, c'était pas le poulet, c'était l'éponge de la vaisselle qui était en train de... Tellement il était moufchat du gashmi, il était déshabillé, ça veut dire loin de ce monde matériel qui ne se rendait pas compte de la gashmiout,
L'aspect matériel de ce monde ne prenait aucune place. Les grands chassidim qui ont visité la yeshiva de Brunois dans les années 60, ils ont dit la yeshiva dans le monde où le matériel il est complètement balayé. Il n'y a que le spirituel qui réside, vraiment. Il était tellement impressionné, il a dit c'est la yeshiva de Brunois. De l'époque, le rabbi a répondu al derer kebelu bavitch. Et bon, au Hachem, maintenant, il y a 300 bachorim, des Tnimim, de l'Yeshiva de Brunois, des jeunes étudiants, qui sillonnent toutes les rues de Paris et la banlieue, tous les vendredis, veille de fête. Ils mettent les tfilines, ils amènent la sidra de la semaine, les matzot, les mishloach manot, les chanoukiyot. Ils ont des liens extraordinaires avec tous les gens qui travaillent dans toutes les sociétés, ils sont très bien accueillis. Et au lieu d'aller en bord de mer prendre du soleil, ils triturent leurs pieds pour aller dans les métros, trains, changer, courir et revenir à la yeshiva à la dernière minute, sans un verre d'eau, sans... C'est ce qu'on appelle aller à la conquête du monde. Là, je vais m'énerver maintenant. Je vais faire exprès de m'énerver. Bon. Il y en a marre d'avoir peur de quitter la France. La France, elle est conquise par Lubavitch. Personne ne me filme, j'espère, là. On a créé, Baruch Hashem, des centaines d'écoles juives, c'est pour les remplir. Des milliers de restaurants, c'est pour les remplir, kasher. De magasins kasher. Des mikvot, des batés midrash, des batés chabad, des centres pour les jeunes. On n'a pas le droit de quitter la France. Sauf pour certains, des cas particuliers, il n'y a pas un mot d'ordre qu'il faut quitter. Il faut vraiment avoir l'accord de son rave, et pour des raisons très, très, très valables. Sur un coup de tête, d'une manière irréfléchie, un voyage, c'est pas le but. Le but, c'est de faire dans ton endroit la terre d'Israël. Tu peux voyager en Israël pour les fêtes, tu peux t'embaumer de l'air de Jérusalem de temps en temps, aller visiter, mais tu as un but, tu as un rôle à jouer dans la France. Grâce à toi, tes voisins, ils mettent les tefilines. Grâce à toi, tu es la référence du quartier. Tu ne peux pas laisser ces gens comme un bateau en train de voguer à l'aventure avec un risque de naufrage. Il y a encore des milliers de juifs assimilés. Qui va les sauver, ces juifs? C'est nous, en faisant du porte-à-porte. Je ne suis pas en train de faire un speech anti-aliyah, mais il ne faut pas avoir peur. Quand on n'a pas peur, c'est marqué, Moshe Rabbeinu, il a eu peur, Pharaon, il a entendu. Vaïra Moshe, Vaïshma Paro. Si on n'a pas peur, on siffle sur le monde. On est dans le RERD, le Safari, Sarcelles, Gare du Nord. On est entouré. Là, le tramway à Sarcelles, il n'y a pas un seul blanc le soir. Il n'y a pas un seul. Je suis monté plusieurs fois. Tu peux te tourner 10 fois. Il n'y a que des gens de couleur. Que Dieu les garde. Alors, ne parlons pas de Gare du Nord. On est avec un livre de Chitat, un Dvar Malchut, un Tehillim, un Tanya. On est dans un autre monde. On siffle sur ce monde. On n'a pas peur. Et quand on n'a pas peur, on a la chayout du Baal Shem Tov. Le Baal Shem Tov, il a fait en sorte que chaque juif, son nom, sa neshama, elle émerge, ça devient qu'elle est un Shem Tov, une bonne renommée. Laissons passer les juifs. Tout ça pour dire quoi? On est dans les derniers instants de la galoute. On est à quelques millimètres de la Géoula. On est encore en plein combat. C'est la fin du combat de catch qui est le plus important. On n'a pas à déserter ce combat. Il faut mettre l'ennemi par terre. Quand nous, on n'a pas peur
Et on se promène avec notre kippa, notre casquette, notre chapeau, notre taït katan dans la rue. On donne la force à nos soldats de vaincre nos ennemis, de les mettre par terre, de les anéantir. On a eu une journée très très douloureuse. Aujourd'hui, à 6h du matin, il y a 4 soldats jeunes de 19, 20, 21 qui ont sauté dans un tank malheureusement. Et après, on a eu l'attentat. C'est très 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 dur, rien qu'à entendre et à voir un peu les images ou à lire ce qui s'est passé. Ne parlons pas des gens qui ont vécu ça. Il y a des traumatismes terribles. Ne parlons pas des familles endeuillées. Il y a eu 21, 28, 43, 60, 79, 50, 57. Des gens jeunes, que des tzadikim. On ne comprend rien, il n'y a rien à comprendre, mais on doit crier de toutes nos forces, de toutes les filles de notre neshama, ad matai, jusqu'à quand. On veut la Géoula tout de suite, emergency. C'est pas un luxe, le shalom, c'est quelque chose de vital, plus que vital. C'est l'air pour respirer. Avir chez Mashiach. Donc, un jour comme aujourd'hui, on est capable, si on veut vraiment, de déclencher la Géoula. Si ce soir, ici, dans ces 2-3 minyanim ici, chacun prend une bonne résolution, c'est sûr et certain que Mashiach va venir. Mashiach ne dépend pas de... Il dépend d'une poignée de juifs. Et donc, tout ça pour dire que le rabbi a appelé les tmimim, les élèves de l'Yeshiva, tsmoudé les bavis, ceux qui sont collés, fixés, gravés dans mon cœur. Le rabbi Rayat, il disait, je verse tellement de larmes pour que les élèves étudient sérieusement, il y a suffisamment de quoi les tremper comme dans un mikvé, dans les larmes que je verse. Le rabbi, plusieurs reprises, est rentré en surprise à la salle d'études du 770 pendant les horaires d'études. Et il voyait comment les chavroutot, les couples d'études, les camarades, ils étudiaient, ils vérifiaient chaque mara, chaque livre de chassidut très tôt. Et le rabbi notait qui c'est qui était absent. Et des fois, le rabbi ne donnait pas les pièces de Hanouka aux élèves qui ont été absents. Même une fois. À mon époque, on a trouvé une astuce. Comment faire? C'était à Chové Torah, pas loin du 770. C'était une yeshiva extraordinaire. Comment faire pour que les élèves viennent à l'heure? Alors, il y avait des très très bons gâteaux à la crème. Et des gâteaux vraiment de grande qualité qui étaient posés là à 7h. À 7h05, il n'y avait plus de gâteaux. Tellement les gens, ils avaient peur que... Mais ceux qui avaient un Yitzhara de se lever, ils venaient. On raconte sur le Beth Israël. Le Beth Israël, c'était un admour de la tendance, la mouvance de Gour. C'était un très très grand tzaddik. Il avait un visage menaçant. Un malach Hashem. C'était dans les années 60. Et il y a le surveillant de la yeshiva qui est venu lui dire: tout le monde vient à l'heure au seder d'études, avant la prière. Même chez Gour, on étudiait Chassidut, mais pas le Tanya, mais la Chassidut de plusieurs
tzadikim. Tu vas. Allez, reste 3 minutes. Je finis l'histoire. J'ai dit, il y a un élève qui vient jamais. On a beau taper sur la porte pour le réveiller, il vient jamais. Il ronfle jusqu'à une heure tardive. Il m'a dit comment il s'appelle l'élève, quelle chambre. Le lendemain matin, le rabbi de Gour se pointe devant la porte. Et il tape. Et l'autre il ronfle. SNCF. Et il tape. À la fin, l'élève il s'énerve et dit « Qui c'est ? Arrête de frapper! Je vais te frapper! » Et il continue. « Arrête de frapper, je vais te jeter le seau d'eau sur ta tête! » Et il ne se démonte pas, le rabbi continue. Toutes ses forces. À la fin, l'élève il se lève très en colère. Il ouvre la porte. Ah, il est scotché. Il voit le rabbi de Gour. C'est quel rabbi de Gour? Le Beth Israël. Le Beth Israël. Ça s'appelait. Alors, là, il a compris. Et à partir de ce jour, il était le premier au séminaire. On ne s'amuse pas avec les rabbins. On tient un horaire, je me rappelle. Rila de raconter ma vie privée. J'étais au Kollel. Le séminaire commençait à 8h. 8h, chassidout, jusqu'à 9h. On allait au mikvé, 9h30, on priait avec le rabbi. Pas tous les jours. Lundi, jeudi, mais 11h, Gemara, Shulchan Aruch. Bon. Et Rav Heller, Hashem Yarich Yamav Ushnotav Baneimim, qui était le Rosh Kollel de l'époque, il nous disait à 8h, le train du rabbi démarre. Celui qui vient à 8h01, il n'est pas avec le rabbi toute la journée. Tu peux étudier 2 heures après le sévère, tu peux faire des heures sup, tout comme tu veux. Mais tu n'es pas avec le rabbi. Et donc, ça m'avait tellement touché que pendant 2 ans et demi, j'ai pratiquement jamais raté 8 heures. Même un petit peu avant, 8h moins 5. Des fois, il y avait Fabringen avec Rabbi Welkan jusqu'à 4h du matin. Il y avait la neige, le froid. L'hiver 84, il a fait moins 20. Un hiver qu'il n'y a jamais eu depuis 60 ans. On sortait dans la rue sans exagérer, en 10 secondes. Ton oreille était congelée, tu pouvais la casser en deux. Et tu n'avais pas mis pour te bien te couvrir. Et j'arrivais à un tel point, j'arrivais à l'heure, qu'on m'a surnommé 8 o'clock. Et j'étais heureux, j'étais content, même que je n'étais pas un grand sérieux dans l'étude, ça veut dire que bon, j'ai pas étudié, j'ai pas eu le sroud d'étudier Kodesh depuis le GAN, j'ai fait le bac jusqu'en terminale et après un peu la fac, donc je devais rattraper toutes ces années. Je n'avais pas le niveau, mais je me suis battu ce que j'ai pu. Dieu m'a aidé. Et concrètement, j'étais content, heureux de faire partie de cette famille de Tmimim. C'était d'Abriché Kollel, mais c'était des Tmimim après. Moi, j'étais déjà avec les Tmimim pendant... J'étais 6 mois au Seventy Bacho. Mais il y avait des Fabringen tous les jeudis soirs. À Chaveve Torah Bacho, il y avait des Fabringen avec les Mashpim jusqu'à 2-3 heures du matin. C'était des Fabringen de feu. On finissait en danser sur les tables. Les tables, il n'y avait plus de pieds après. Il fallait les réparer le lendemain. Parce que c'était quelque chose. On avait des mashpim comme Rav Weber qui venait d'Israël. Il y avait Shlomo Zachi, d'autres et d'autres. Que
qui ont vécu des moments les plus élevés de Tom Friedman. Par exemple, Rav Weber, le rabbi avait dit sur lui, si j'ai un chassid à Yerushalayim, si j'ai un seul chassid, c'est Rav Weber. C'est Rav Moshe Weber. Le seul fait de le voir, ça donne la crainte du ciel. Et jamais il va dormir sans faire Tikkun Chatzot. Et il allait au Kotel, à son âge avancé, mettre les tefilines à 7h du matin à tous les touristes. Il y a un mot qui ne doit pas exister dans le lexique. Le dictionnaire chassidique, le mot vacances et le mot sieste. Et le mot pyjama. On dit quand un chassid il tombe, il se met en pyjama pour dormir. Quand il tombe très bas, il met un pompon sur la tête. Après, il achète des pantoufles. Brouchim Habayim, donnez des chaises, je vous en prie, donnez des chaises. Un chassid, il dort parce qu'il est épuisé. À un tel point qu'il s'accoude comme ça, il se met comme ça. Très 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 rare quand il met un pyjama. Vous allez me dire c'est anti-hygiénique, c'est anti tout ce qu'on veut. Mais il faut savoir, on ne va pas pour dormir. On s'endort. Donc il faut faire Kriyat Shema, bien sûr, avant que le sommeil nous attrape. Beau Kriyat Shema. La rabbinite Chayamushka disait « Oi va'avoy » malheur à celui qui rate Kriyat Shema avant d'aller dormir. Ce mot-là, il a fait trembler tout le monde. Avant d'aller dormir, la Neshama, elle monte. La Neshama, elle est remplie de poussière de tous les Dvarim Betelim de la journée. La Neshama, elle souffre parce qu'elle voit en haut la yeshiva de Rashi, le Rambam, l'Admor HaZaken. Elle a envie de rentrer. C'est des mots du Rabbi Rayat, c'est pas des mots de ma part. Et on lui claque la porte. Tu veux rentrer chez l'Admor HaZaken, tu as fait Chitat, tu as fait Tania, la yeshiva de Rashi, tu as fait Chitat. Tu avais écouté les mélodies dans la Migdal David, du roi David. Tu as fait ton Télim, tu as fait ton Rambam. Et donc la Neshama, elle a un moyen de se rattraper. C'est un très beau Kriyat Shema. Le Shema Israël avant d'aller dormir, enfin, Mechila avant de s'endormir. Il ne faut pas le blaser. Il faut essayer, prendre du temps. On n'est pas Ravilel Paritcher, le Kriyat Shema, il durait 4 heures chez lui. Nous, il dure 4 minutes. Mais quand même faire un effort. Surtout le Rabbi Brayat, il dit faire un effort lorsqu'on dit Beyat Rav Kidrochi. Entre tes mains, je transmets ma Neshama. Vadita Oti Hashem. Il y a tout un mahamar sur ça. Qui te dit que tu vas te réveiller demain matin? On ne sait rien. Alors, il faut prier. Tu demandes à Hachem qui te rend la Neshama le lendemain matin. Après, tu le remercies. Tu as donné un corps épuisé. Et Baruch Hashem, il te redonne une peau neuve. Un corps frais. Tout ça pour dire
que sans des efforts dans la tfila, à notre niveau, Rabbi avait dit à Rabbi Azimov, à la Shalom, qui avait dit Rabbi, j'ai pas le temps de prier comme il faut, comme un chassid le matin. Il y a tous les gens qui viennent me poser des questions. À l'époque, il n'y avait pas les portables. Il n'y avait rien. Si tu n'allais pas voir le mashpia, tu n'avais pas de réponse. Et quand on téléphonait, en journée, il fallait qu'il soit dans la maison. Sinon, le temps a changé complètement. Le rabbi leur a répondu, fais un effort Shabbat matin. Au moins, la tefila du Shabbat doit être une belle tefila. Une tefila qui est claire toute la semaine, qui élève toutes les tefilot de la semaine précédente. Je me rappelle, c'était rare, mais quand je venais de la yeshiva de Brunois au 17 rue des Rosiers, c'était pendant le Sfirat HaOmer. Ici, c'était le Echal du 17. Quand c'est arrivé le Sfirat HaOmer, Chaim Hillel, Azimov, le père de Moulet, il se tournait comme ça, il fermait les yeux contre le mur comme ça, et faisait Boro. Hayom, Yom. Ça durait un quart d'heure. Hayom, Yom. Il sentait vibrer avec la Sfirat HaOmer, avec les heures, le jour du Homer, le compte du Homer. Comme on dit chez les chassidim, ils savent compter. Ils savent compter les heures de Avodat Hashem. Tout ça, c'est des images qui nous ont marqués. Rabbi Aaron Yosef Liniski ne savait pas prier sans pleurer. Il ne savait pas. Ça n'existe pas une prière sans des larmes. Il ne faisait pas exprès. Ce n'est pas des larmes qu'il fabriquait. Ça coulait tout seul. Comme on dit, Tfila Léani qui a tort. On m'explique que le pauvre, lorsqu'il s'adresse à Dieu, il demande le matériel, il réalise dans quelle étroitesse il est. Il se met à pleurer tout seul. C'est très très dur pour un pauvre, non, je parle d'un vrai pauvre, pas un pauvre effronté, de demander à un riche, je t'en supplie, j'ai pas de frigidaire. Ma machine à laver, elle est cassée. Est-ce que tu peux m'aider? Lorsqu'il demande, il est tellement gêné, et ça fait déjà des mois qu'il n'arrive pas à faire des chalotes parce que son four il est cassé, il se met à pleurer. La même chose, lorsqu'on demande à Dieu des choses qu'on a besoin, quand c'est sincère, que ça vient du cœur, alors c'est accompagné de larmes. C'est pas Chad Shalom de la tristesse, c'est de la mrirout, c'est autre chose. La mrirout, ça vibre, ça vit. La tristesse, on est figé. Mais après, Tashmi'eni, ça sonne, les simcha, comme le Rabbi ramène dans le Tanya Chavav. Après l'amertume vient la joie qui inonde le cœur. On sent que Dieu il a effacé nos fautes, il nous a rincés, il nous a nettoyés, on se sent léger. Voilà, je vais finir, j'ai pris trop longtemps la parole, mais juste pour dire que un tamim, c'est quelqu'un de vrai, quelqu'un qui n'est pas tamim, même c'est un grand chassid, qui fait beaucoup de choses. Entre guillemets, ça s'appelle un falché, ça s'appelle un faux. Le rabbi n'a jamais changé ses dents. Je sais pas, il y a une photo, on voit qu'il a une seule dent. Après il n'a plus de dents. Des fois, comme dans un Mahamar ou un Farangan, on voit la vidéo, on voit, de temps en temps, le rabbi il ouvre la bouche, elle est vide. C'est un miracle que le rabbi parle bien des heures sans des dents. C'est un vrai miracle quotidien. Le plus grand miracle, c'est quand il mangeait 2 kaseilles de matzah en quelques minutes, sans les dents. Elle est cassée avec les gencives. C'était un grand tsar pour le rabbi. Mais jamais il a manqué. J'ai mal, je peux pas. Non, chas shalom.
Pourquoi le rabbi n'a jamais été chez le dentiste? Pour se soigner les dents, oui, mais pas pour arracher, pas pour changer les dents. Il y a un dentiste ici, je crois. Comment on appelle merde des fausses dents? Les couronnes. Couronnes. Non, mais quand il n'y a rien, Ah, les implants. des implants. S'il n'y avait que des rabbis, il n'y aurait pas eu de métier Ah ouais. d'implant. Pourquoi? Parce que le rabbi ne supporte pas quelque chose de faux sur lui. C'est une fausse dent. Il paraît que c'est une des 3 conditions que, quand le rabbi Rayatz il a choisi son futur gendre, le rabbi, pour sa fille, on dit qu'il a passé toute une nuit jusqu'au matin pour lui demander, et l'influencer à accepter 3 choses. Mais ça n'a pas été facile avec le rabbi, c'était un vrai bras de fer. Ça a duré jusqu'au matin. Une des choses, c'est d'accepter de prendre la Nessiout après son âge. Le rabbi ne voulait pas croire, il ne voulait pas accepter que ça peut arriver une chose pareille. De ne jamais dormir depuis jeudi soir jusqu'à samedi soir. Jeudi soir, le Baal Shem Tov dit, vous me parlez avec un goy des Dvarim Betelim que dormir tôt. Façon de parler. Ça veut dire, c'est kadosh le jeudi soir, il faut étudier la Torah. Et de ne, voilà, pas mère des fausses dents. Le merchak, la distance entre un rabbi et un chassid, c'est des années-lumière. Là, c'est du vrai de vrai, là, c'est du faux, malgré qu'on ait les sourds, nefesh, tout, mais il y a du faux. Ça ne peut pas être vrai. Bon, il y a, bien sûr, il y a... Tania, il remonte le moral, il dit même des choses simples qu'on fait, c'est du vrai, mais je parle dans l'absolu, pas globalement. La différence entre un balabos et un tamim, c'est un grand merchak, c'est une grande distance, c'est un fossé de folie. Un balabos, il a une petite poussière. Il ne peut pas étudier Chassidut, il ne peut pas plier, il faut qu'il enlève la poussière. S'il n'est pas... La cravate n'est pas au centre et il est mal à l'aise. Si comment on dit, les tartes, on met la confiture. Si la confiture n'est pas étalée bien sur toute la tarte, alors c'est impossible de manger. Dieu nous donne la force de changer. Un tamim, c'est au-dessus de tout. Il peut rester des heures en train de prier. Shabbos, peut faire Shachit Mikra, Arvit suivi. Il s'oublie dans la Chassidut. Et dans un autre monde. Et Baruch Hashem, il y en a beaucoup comme ça, grâce à Dieu. Ils sont des exemples pour nous. Et un borou, ça manque. Baruch Hashem, il y a une Shivat Kaïtz organisée par le Bet Lubavitch avec Lubeki. Mamash, des jeunes pendant un mois en train d'étudier dans une atmosphère chassidique 100%. On recevait les vidéos tous les jours. C'est Nifla, chez Niflaot, chez Beniflaot. Dans l'ex-URSS, oui, mais en plein Paris, c'est Pelé. Ça, c'est le vrai Nachat Ruach. On peut avoir 80 ans et être un tamim. Si on a continué avec l'esprit d'un tamim. Aujourd'hui, les tmimim, ils vont renverser la planète. Ils vont taper sur la table très fort, exiger de Dieu la Géoula Shlema le plus vite possible. Et ils vont réussir.
pas s'étonner si demain on écoute ce soir le chauffeur de Mashiach. Je vais dire, ah, je m'attendais pas. C'est naturel, c'est évident. C'est pas normal que on n'a pas entendu avant. Mashiach va arriver dans une yeshiva de Bitaïm, déguisé. Il va aller voir en train de l'arnen avec des pilpoulines. Il va dire, je suis Mashiach. Vous avez préparé pour moi un pilpoul. Ah, oui, il y a quelqu'un qui connaît. Lorsqu'il va écouter le pilpoul, il va dire, c'est tout ce que vous avez préparé. C'est pas mieux que ça. Alors ils vont répondre, tu es venu trop tôt. Je suis revenu un peu plus tard, on aurait eu le temps de préparer mieux. Il va arriver un Fabringen. C'est Jackie Mazouz, à Natania, en plein Fabringen. Alors il va se dévoiler. Ça va chauffer. Et ma chère va dire, vous avez du mashké pour moi. Ils vont chercher. On a fini toutes les bouteilles. Comment ça se fait? Tu es arrivé trop tard. C'est une image seulement. Et pour dire que, Baruch Hashem, on est prêt. On n'a jamais été plus que prêt. Est-ce que Dieu, il sait qu'on est prêt? Même Dieu se prépare, mais il n'est pas aussi près que nous. Il copie sur nous. Façon de parler, la Gemara dit Nitzroni bana nitzroni. Mes enfants, ils m'ont vaincu. C'est une phrase de la Gemara. Et Dieu, il est content, il est content qu'on l'a vaincu, qu'on l'a dépassé. Alors, c'est vrai qu'il y a des balais moussards qui font peur. Mashiach va venir, il y aura les trois quarts de la planète qui vont disparaître. Et le peuple juif, Odba, Syria, Verita, Levaer, dans Ishaya, tu frémis. Tout ça, on va mettre à la Gnisa. On va mettre en procès le bon Dieu. De quel droit tu nous as fait maternité d'une galous, des dizaines, des décennies depuis que le Rabbi a annoncé la Géoula. Iné, Zebak, Varba, Blisfex Feka, sans l'ombre d'un doute. Bon, on attend 34 ans. Et je pense pas que le bon Dieu aura des réponses. Mechila, si je parle comme ça. Le bon Dieu va être scotché, il a dit, j'ai pas de réponse. Je vous demande Mechila, on ne fait pas Mechila. Regarde toutes ces milliers de femmes veuves, tous ces jeunes qui sont partis à Kiddush Hashem. On a besoin là-haut de ces gens. Il y a des millions de tzadikim là-haut. C'est en bas qu'on avait besoin. Pourquoi tu as laissé faire? Ah, Odecha, Shenkanaf, Tabi, Dieu va s'expliquer avec chaque juif, avec le peuple juif, à un tel point qu'on va le remercier, qu'il y a un bien caché, fondé derrière tout ça. Mais entre-temps, c'est insupportable. C'est éternel. Chaque minute dans les tunnels de Gaza, c'est une éternité. Donc, que je vous prenne en pitié ce jour aussi extraordinaire que chacun de nous, demain, il ne va pas prier sans aller au mikvé. Vous savez ce que c'est le mikvé, monsieur? Non. Votre prénom? Steve. Steve, il y en a un ici à côté. Oui, je l'ai vu. Bon, Mandy va te le donner, Ouais. mais à condition que tu viens. D'accord. Demain, tu fais un selfie dans le mikvé, tu m'envoies. Quand tu es dans l'eau, à l'intérieur, d'en haut, tu fais comme ça, tu souris, on voit que ta tête, et tu m'envoies. Je suis à 500 €. Cash. Après, tu viens prier avec le minyan, et on verra après. Et pourquoi on se pose des questions si on sait que Dieu est là? Qu'il a orchestré tout ce qui se passe dans le monde. Pourquoi on se pose des questions? Mais on voit ce que l'on voit, mais ce qu'on ne voit pas, et si on voit ce qu'il y a derrière... On a le droit de se poser des questions. Après, on aura les réponses. Ou après, on verra que ce n'était pas des questions.
Mais pour l'instant, on a le droit de poser des La questions. réponse, c'est Dieu qui. C'est Dieu. Oui, c'est à Dieu de donner la réponse, c'est pas à nous de Il chercher. a orchestré le monde. La seule réponse, c'est la Géoula, c'est tout. On veut rien d'autre. Il n'y a pas de raisonnement. Vous savez, le Rabbi, dans une lettre extraordinaire, il dit, quand un jeune, il a glissé, que Dieu préserve. Il est tombé dans le fin fond de la clipa, de l'abîme. Et toi, tu viens, tu le prends comme ça. Là, je te regarde. Voilà. Tu dis, mais pourquoi tu es tombé? De quel droit tu as glissé? Regarde, tu es blessé de tous les côtés, tu es sale. C'est comme ça qu'on agit. Chas v'shalom. On le prend, on lui donne une bonne douche, on lui donne du shampoing, on lui donne des beaux vêtements, on lui sert un verre de jus d'orange glacé, on lui parle. Et après, doucement, doucement. À quoi cela ressemble? Quelqu'un que Dieu préserve, notre fils qui a 41 de fièvre. Il est brûlant. Est-ce qu'on va prendre le bébé ou l'enfant, on va lui dire, mais pourquoi tu es tombé malade? Pourquoi tu as de la fièvre? D'abord, on lui donne Doliprane, d'abord on le soigne, il guérit, après on voit les raisons. Comment ça se fait qu'il est tombé malade? On n'a pas... Donc ça, c'est le chemin de la chassidoute, de prendre patience. Quand nos dirigeants, ils prennent patience, c'est un verset dans Tehillim, il faut flammer la tête, Aloufenu mesoubalim, en peretz ve'en yotzet ve'en quand nos maîtres, nos dirigeants, ils sont mesoubalim, pétris de patience. Il n'y a pas d'émeute. Il n'y a pas de cri. Pourquoi? Parce qu'ils prennent patience, sont à l'écoute des gens. Il y a une blague comme ça, que la première année de mariage, le mari, il écoute la femme. La deuxième année, la femme, elle écoute le mari. La troisième année, les voisins, ils écoutent le mari et la femme. Être à l'écoute, c'est pour se concerter et trouver des solutions ensemble. Il faut s'assurer. Tout le problème est là. Cinquième année, on n'entend plus personne. Cinquième année quoi? Chez la cinquième année, on n'entend plus personne. Aïe, 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 Tu as le droit de changer d'école et rester dans la même alternance. Ah ouais. Tu as le droit de garder ton alternance. Hey,
Shahad